Est-ce qu'on l'a ici? Oh, parfait. Bon, merci d'être là. Merci de l'invitation. On va parler des tendances en cybersécurité à l'international. Donc, avertissement, ça engage que moi et non mon employeur, cette présentation. Donc, on va, au cas où on déroge du message. Ensuite de ça, cette présentation, ce n'est pas une recherche exhaustive ou scientifique, c'est basé sur les feedbacks que j'ai en parlant avec des clients, en parlant avec des partenaires, en parlant avec aussi les analyses du marché, les fameux Gartner, Forrester, et ainsi de suite. Ensuite, avec le law enforcement, parce qu'on travaille beaucoup avec les autorités aussi. Donc, basé sur ce feedback-là, on a des tendances, puis comme gestionnaire de produits, bien, il faut orienter les différents produits. Je risque d'utiliser quelques expressions anglaises, compte tenu que 95% du temps, je parle en anglais avec mes clients des autres pays. Mais des fois, j'ai la chance d'avoir de parler à des clients dans les pays francophones. Toujours le fun. Qu'est-ce que je fais? Bon, gestionnaire de produits, je suis celui en charge de la solution XDR. Donc, c'est pas mal le plus gros produit que Trend Micro a fait, le plus gros investissement qu'on a fait dans les dernières, depuis la création de Trend Micro. Donc, c'est assez gros comme projet. Ça implique beaucoup de choses. Donc, ça nous a endpoint, network, email, ces choses-là. Donc, ça m'a permis de toucher un peu à tout. Puis, je suis un peu gestionnaire de projet par accident, parce que j'étais chercheur chez Trend Micro. J'étais un membre votant aussi sur des comités internationaux techniques pour créer des standards comme STIX et TAXII, si vous connaissez dans le domaine de cyberintelligence. Donc, je suis membre là-dessus depuis quelques années. Ensuite, comme chercheur, ben, on est en attente d'un patent dans le domaine de l'IA puis d'automation de la réponse en cybersécurité. Donc, quelque chose qui a vraiment rapport avec ce que j'ai dans mon produit, sauf que c'était du côté recherche que je faisais ça. Et maintenant, ben, je suis, comme je disais, gestionnaire du produit par accident. Sommaire des sujets, on va parler des attaquants, les victimes, ou pour nous, c'est les clients, mais malheureusement, les victimes des crimes. Législation standard, on va passer rapide, parce qu'il y a eu des très bonnes présentations là-dessus. Mais ça influence, bien entendu, les demandes de nos clients. Ensuite, produits et solutions. Au niveau des attaquants, je vais parler rapidement de ce qu'on voit, les tendances au niveau des menaces, des vulnérabilités, les rançongiciels, les APT, mais aussi la cyberguerre. C'était quelque chose qu'on regardait. J'ai travaillé sur l'invasion de la Crimée en 2014. Donc, on ramassait de l'information, puis comme par hasard, maintenant, c'est devenu un sujet d'actualité à nouveau, comme tel. Au niveau des victimes, toujours plus d'impact, toujours plus de fuites et destruction de données. On va le voir avec l'évolution des attaques. Trop d'alertes, alerte fatigue, on n'arrête pas de nous dire, mais en même temps, on essaie de générer moins d'alertes, mais on voit que les alertes ne sont pas toujours ouvertes. Donc, on a des alertes, mais les utilisateurs ne vont pas ouvrir les alertes dans les consoles. Manque de ressources, ça c'est criant partout. Puis le travail à domicile. Et ça, moi j'appelle ça l'ère de la résilience. Okay? Il y a eu plusieurs ères en cybersécurité. Là maintenant, on est dans l'ère de la résilience, on va l'expliquer plus tard. Vie privée, attaque, le MITRE ATT&CK, c'est un gros framework qu'on va parler. Divulgation, souveraineté des données, SOC, ISO, ainsi de suite. Au niveau des produits, les tendances qu'on voit, c'est surtout visibilité, les indices de risque, XDR, les CTI, donc Cyber Threat Intelligence, surface d'attaque, réponse et investigation, IIoT, bien entendu, ça on n'en parlera pas, on n'aura pas le temps. Automatisation, gros sujet, IA, ML, SaaS, les BAS, tools, je vais vous dire tout c'est quoi ces petits acronymes-là plus tard. Zero Trust, puis interopérabilité entre les fournisseurs. Ça, c'est les grosses tendances qu'il faut qu'on nous demande toujours. Les attaquants, puis les tendances, donc toujours les mêmes, État, cybercriminels, activistes, employés, mais on voit une hausse au niveau des employés, on va en parler un peu plus tard.
Les cybercriminels, ben, la grosse tendance, c'est qu'ils ont adopté les techniques d'APT des États. Donc, pour faire le ransomware, ils utilisent exactement les mêmes techniques. Ils rentrent de façon furtive, puis ils vont planter le ransomware au lieu d'exfiltrer des données. Ils vont exfiltrer des données aussi, on va le voir dans la double, et ainsi de suite. Les gangs aussi sont comme des entreprises avec des employés spécialisés. OK? Donc, ça, c'est un élément qu'on voit souvent. Donc, il y a un boss, il y a des employés, il y en a un qui fait l'encryption, il y en a un qui fait l'exfiltration, il y en a un qui fait la pénétration au départ, et ainsi de suite. Des fois aussi, il y a des programmes affiliés qu'on va voir. Donc, c'est deux gangs différents, un qui donne l'accès, puis l'autre qui fait le ransomware. C'est payé en crypto-monnaie. Une des particularités au Québec, au Québec, presque tous les fleurons, comme on dit ici, ont été piratés. Okay? Souvent, vous ne le savez pas. Donc, plein de fleurons y ont passé au niveau par des attaquants d'État comme tels. Les ransomware, ça, vous le savez toujours parce qu'il y a des gros downtime, il y a des... un cas qui a été public, donc on ne donnera pas d'informations, mais STM, par exemple, cas très publicisé, bon, vous avez vu, on va en reparler un peu parce que une des tactiques qu'on voit beaucoup, le Highland Hopping, c'est un cas qu'on a eu à la STM. Oui, au Québec, il y en a qui se font payer en cartes cadeaux. Ça, c'est une des particularités qu'on n'a jamais vues nulle part ailleurs dans le monde. OK? La société distincte. Mais ça n'a pas passé inaperçu. J'ai des chercheurs qui en ont parlé, là, chez Trend, puis je n'ai pas dit « Ah non, je viens de là. » Non. OK. Tactique fréquemment utilisée. Reconnaissance et collecte de renseignements étendus avant. Maintenant, ils font comme les attaquants d'État. Ils vont faire une très bonne reconnaissance avant d'attaquer la victime. OK? Ils ne sont pas là par hasard comme tel. Collaboration entre les groupes. OK? Si je regarde un peu, juste pour être sûr de voir, Access as a Service, puis les affiliates. Access as a Service, comme je disais, c'est le premier groupe. Lui, il prend l'accès, il vole l'accès, puis ensuite, il va vendre l'accès à un autre groupe qui va faire le ransomware. OK? Ou les affiliates qu'on a, eux, ils travaillent ensemble. D'ailleurs, là-dessus, j'entends souvent dire on vient d'avoir un coin miner. On a trouvé un virus qui fait du coin mining. C'est pas grave. C'est juste du coin mining. Oui, là, c'est que lui, il est en attente de vendre l'accès. OK? Il va vendre l'accès à un groupe qui va faire du ransomware plus tard. OK? Mais pour, mettons, rentabiliser son entreprise, pendant qu'il a l'accès, il va faire du Bitcoin mining. Okay? Donc, quand vous trouvez un miner, okay, c'est plus grave que vous pensez parce qu'il y a quelqu'un qui a des credentials, là, donc il faut vraiment tout changer, traiter les coin miners plus sérieusement. Okay? Il y en a qui ne les traitent pas assez sérieusement, les coin miners. Donc, c'est un indice qu'il y a quelqu'un d'autre qui a accès à votre réseau. Plus de techniques d'évasion, ça on en voit beaucoup. Les LOLBINs, okay, Living of the Land, Binaries, comme sorte utile et autres, ça, on en voit une croissance énorme. Dans le bon vieux temps, on avait des gros binaires des virus, okay, puis c'était plus facile à détecter. Aujourd'hui, ils sont plus stealth et ils vont utiliser LOLBINs presque toujours. Et l'augmentation qu'on voit est au-dessus de 10 % par année. Donc, ils deviennent de plus en plus stealth. Et là, c'est pour ça qu'à la fin, on va parler de machine learning. C'est pour ça qu'on doit avoir des bons algorithmes de machine learning pour détecter entre le bon PowerShell et le mauvais PowerShell. Entre le bon search util puis le mauvais search util. OK? Donc, parce que sinon, ça va passer sous le radar. Pas évident. Les mouvements latéraux sont plus étendus. Avant, les mouvements latéraux étaient que pour les machines
autour de la machine qui était infectée au préalable. Maintenant, ils vont aller dans toutes les subnets et même passer sur le WAN pour aller plus loin. On a parlé tantôt, supply chain attack, c'est un peu comme on a vu pendant la guerre du Pacifique, en Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont repris chacune des îles, une après l'autre. Bien, c'est ça l'analogie qu'on fait. Donc, pour un exemple, la STM, c'est un petit concessionnaire automobile de la région de Laval qui a été compromis en premier. Et là, le phishing est arrivé d'un vrai email de ce concessionnaire-là à un employé de la STM qui l'a ouvert. OK? Donc ça, c'est l'exemple. On va hacker en premier un fournisseur ou une connaissance pour faire du Island hopping. J'en ai eu dans le temps, mais c'était plus les state sponsors. Je me rappelle quand j'étais officier de sécurité pour le réseau de la santé du Québec, bien, j'ai eu on ne violera pas aucun contrainte de confidentialité, mais j'ai une agence de renseignement canadienne qui vient me voir puis qui me dit on a telle adresse IP qui est venue du réseau de la santé qui est venue dans le réseau du solliciteur général du Canada. Oui, cet État-là, qu'on ne peut pas nommer, avait piraté le laptop d'un docteur du réseau de la santé qui aussi donnait des soins dans une prison fédérale. Donc ça, c'était du Highland Hopping, mais il y a très longtemps, OK? Quand j'étais dans le réseau, donc il y a plus que 12 ans. Mais aujourd'hui, c'est les criminels qui utilisent les mêmes techniques que les espions d'État, OK? Habilité des cybercriminels, maintenant, on les compare presque aux espions d'État, OK? Même, c'était leur école, souvent. Il y a eu beaucoup d'échanges dans certains pays entre les deux, comme tel. Avec la pandémie, le travail à domicile, bien, on a vu, maintenant on voit la grande démission. Je ne sais pas si au Québec, les gens démissionnent autant que je vois ailleurs, mais c'est la grande démission. Puis là, les gens aussi décident de quitter avec les données. Ils ont travaillé 2 ans fort de chez eux en travail à domicile. Je dis, ça, là, c'est mes données, c'est moi qui ai travaillé. Donc, ils ont moins de scrupules à partir avec les données. Donc, on a une recrudescence des employés qui quittent avec des données. Puis, on le voit, malheureusement, on a des appels de détresse de certains clients, puis on doit investiguer. Et là, les mêmes outils qu'on a, le EDR, les XDR, et ainsi de suite, qu'on utilise pour récolter parce que c'est comme une boîte noire d'un avion, un peu, un EDR. Bien, toutes les actions qui ont été faites sur les laptops ou les ordinateurs ont été enregistrées et nous permettent de faire une investigation, mais là, l'attaquant est à l'interne. Ah, j'ai parlé, les services de renseignement viennent me... Ils sont plus rapides. Oui, ils sont plus rapides. On a des familles de ransomware qui pouvaient être 58 jours à se promener dans le réseau. OK? Puis trouver les serveurs de données. Maintenant, ils passent à 3 jours. Puis on a des familles, l'année passée, qui faisaient ça en moins de 6 heures. Donc, en moins de 6 heures, ils étaient dans le réseau. Ils avaient déjà commencé à encrypter 300 ou 500 serveurs. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Donc, quand j'entendais que des APT d'État, 273 jours avant que tu l'aies détecté, mais tu n'as pas cette chance-là avec les ransomware. OK? C'était mignon d'entendre ça. Les menaces, bon, on connaît toutes ces petites choses-là, menaces, actifs, les risques, les vulnérabilités. On a de plus en plus de vulnérabilités. Les hackers, ils travaillent de la maison aussi. Ils ont plus de temps, ils passent moins de temps dans le transport. Donc, ils ont fait plus. En tout cas, les bug hunters, ils ont été très actifs. Il y a de plus en plus de vulnérabilités. On a énormément on est dans les 12 ou 14 000 par année. Donc là, maintenant, c'est ceux qui patchent. Ils vont faire beaucoup d'overtime. Ou là, maintenant, c'est aussi quelle vulnérabilité, quel patch que je vais appliquer en premier.
C'est quelque chose qu'on essaye de répondre pour nos clients. On essaie de montrer celles qui ont déjà des activités on the ground, celles qui ont déjà des POC, puis ainsi de suite, puis leur dire dans la console, patch ceux-là en premier. OK? Ensuite, les rançongiciels sont devenus à la double et la triple extorsion. Donc, première chose qu'ils font, c'est l'exfiltration. Donc, ils vont aller chercher des données. Et comme ça, ils vont chiffrer. Et si tu ne veux pas payer parce que tu as des super backups, j'ai rarement vu ça, il y a toujours des pertes de données. Okay? Donc, ils vont chiffrer, vont te faire la petite l'annonce de ransomware, il faut que tu me payes en 48 heures. Puis ensuite, si tu ne veux pas payer, ils vont te menacer d'exfiltrer les données et ensuite un beau petit DDoS. Ça, c'est la triple extorsion. Cyberguerre, les wipers. Les wipers, ce n'est pas nouveau. On en a vu en Corée du Sud. On se demande, c'est pas les Russes qui ont attaqué la Corée du Sud. On se demande bien qui. Le DDoS, on a vu ça aussi. Defacement. Au Moyen-Orient, on a vu pendant la guerre en Irak, on a vu en Syrie aussi. Donc, la cyberguerre, ce n'est pas nouveau. Moi-même, je travaillais comme officier dans les Forces armées canadiennes. J'étais dans une équipe de guerre électronique. C'est juste qu'ils ont changé le nom. C'est cyberguerre maintenant. Augmentation de 42 % des menaces bloquées par trait de micro. C'est la seule stat que je vais vous amener, juste pour vous montrer qu'on a bloqué 94 milliards. Okay, ça peut être des virus, ça peut être des phishing, ça peut être des exploits sur le réseau. 94 milliards de blocages ont été faits par nos produits. Okay? Et j'ai regardé, nos concurrents, c'est la même tendance. Okay? Sauf qu'ils en attrapent moins, eux autres. Mais l'ère de la résilience. C'était quoi l'ère de la résilience que je parlais tantôt? C'est la seule façon de construire, de vous sécuriser, c'est planifier sur la résilience. Comme vous savez, ce n'est pas une question de si on va être attaqué, mais une question de quand. Okay? Donc, faites des backups, okay? Toujours la tactique du 3-2-1, 3 copies, dans 2 formats, dont une à l'extérieur, pas connectée. Parce que la première affaire qu'ils cherchent sur votre réseau, il y en a qui ont mis des backups, puis ils ont mappé ça sur des drives, bien, ils vont chiffrer les backups. Ils chiffrent les backups. Les gars de ransomware ou les filles de ransomware, ils ne sont pas cons. Donc, sortez vos backups. Donc, 3, 2, 1. OK? Puis, ayez des plans de réponse aux incidents. Ça a l'air simple, mais on en rencontre beaucoup de clients qui n'ont pas de plan de réponse aux incidents. OK? En bref, l'ère de la résilience, hein, c'est vous planifiez beaucoup à l'avance pour votre réponse aux incidents, pour votre reprise après sinistre, puis votre plan de continuité des affaires. C'est ça. Et vous allez retourner le plus vite possible aux opérations normales. Donc ça demande un gros investissement, une grosse préparation, puis parce que les produits de sécurité et autres, tous les contrôles ne réussiront jamais à bloquer tout. OK? Au Québec, les clients avec qui j'ai parlé et autres, les plans, il n'y avait pas beaucoup de préparation. OK? J'ai ça dans presque tous les pays. Mais au Québec, c'était assez flagrant. Il y a eu des gros désastres, des compagnies qui ne pouvaient pas se récupérer les données. J'ai vu aussi les plans de backup de restauration. Il n'y avait jamais eu de test de restauration. Puis aussi, il y a tellement de nouvelles VM, nouveaux serveurs et autres, bien, les backups n'avaient pas été pris de ces nouveaux serveurs-là, de ces nouvelles VM-là. Donc, quand ils ont voulu les récupérer, ça n'a pas marché. Les victimes, la destruction via les rançongiciels, bon, le manque de ressources, le leadership, entre autres, qui est, ça, c'est criant. Le talent, on a énormément de super talents au Québec, okay, en cybersécurité. On en a qui peuvent être dans la Ligue nationale de la cybersécurité. Bon, on n'en a pas beaucoup. Puis, mais dans les autres pays aussi, il y a un shortage, il y a
Il n'y a pas assez de ressources en cybersécurité, mais on a des gens de très haut talent. Le problème que je vois souvent au Québec, c'est un problème d'organisation. Les gens qui ont le super talent ne sont pas en haut de la hiérarchie dans leur entreprise et les mauvaises décisions sont prises comme telles. Donc, ils n'ont pas de capacité de décision. Il y a des mauvaises décisions qui sont prises. Puis, on voit aussi des pyramides inversées dans certaines organisations au Québec. Donc, beaucoup de gens qui font de l'analyse de risque en haut, qui font de la gouvernance, mais en bas, au niveau de la sécurité opérationnelle, c'est 1 ou 2 personnes. Donc, ça, c'est un problème. Au niveau de l'expertise est en bas, puis il n'y a pas beaucoup de gens en bas. Changements fondamentaux dans les façons de travailler depuis COVID, oui, OK. Alerte fatigue, 50 des alertes ne sont jamais vérifiées, OK. Les gens peuvent mentir, mais on a tous les vendors comme nous, Trend Macro, on a de la télémétrie. Donc, on sait si l'alerte a été ouverte dans la console ou pas. Parce que toutes nos features, on doit savoir si, comme gestionnaire de produits, moi, je dois savoir c'est quoi les fonctionnalités qui sont utilisées ou pas, hein, pour pouvoir investir les ressources, pour les mettre à jour, les améliorer et ainsi de suite. Donc, bien entendu, il y a la sous-application des alertes. Et là, on sait la fréquence, combien de temps que ça prend pour ouvrir des alertes et ainsi de suite. Puis là, tu vois que 50 des alertes ne sont jamais ouvertes. Ça, c'est un peu épeurant. Quand j'étais en charge du SOC pour le réseau de la santé à Sogic, si j'avais eu une statistique qui m'aurait dit ça, j'aurais monté d'un rideau. Ensuite de ça, la grande migration SaaS. Ça, c'est la grosse affaire. On a les produits on-prem, il y a les produits dans le cloud, software as a service. OK? Mais il y a aussi les hybrides entre les deux. Donc, on a ça au Québec, on est bien. Il y a eu un départ lent, mais le Québec suit. Le Québec est vraiment dans la migration SaaS comme telle. Puis, il n'y a pas de grosse migration de pingouins au Québec, là, mais ça me rappelait la grande migration. Dont les services de sécurité est en cours. OK, donc on a tous les EDR, les XDR qui s'en vont dans le cloud. Mais ça, il y a des raisons pour ça. J'ai des clients qui nous demandent, on voudrait tout avoir ça, mais on-prem, chez nous. Mais c'est qu'on a des produits on-prem qui utilisaient des bases de données relationnelles. Mais récolter tellement de télémétrie, ça a besoin de technologies de big data. Et comme on a pu voir, il y a des clients qui ont de la misère à gérer SQL 2000 ou SQL 2017 ou whatever, qui sont rendus chez Microsoft. Donc, essaye d'aller mettre une technologie de big data. Il y a peu de chances que ça fonctionne ou qu'il y ait l'expertise pour gérer ça. Donc, la meilleure place, c'est de faire ça dans le cloud. Aussi, le storage, il doit être dynamique parce que c'est des térabytes de données. OK? Donc, c'est mieux que ce soit géré via le cloud. Le Québec suit, oui, j'ai toujours mon petit drapeau pour dire que c'était quoi la comparaison avec le Québec. La grande migration, les fournisseurs, bon, on a des exigences. Souvent, on nous dit, oui, mais on veut de la souveraineté de données, on veut que vous soyez hébergé au Canada. C'est pas toujours possible. OK? Nous, on est hébergés chez les 3 grands fournisseurs de cloud, Google, Microsoft et Amazon. Les services au Canada ne sont pas les mêmes que vous avez aux États-Unis, par exemple. Donc, si mon logiciel utilise un service particulier, puis que ce service particulier-là n'est pas chez Cloud, on ne va pas le nommer, mais Cloud Canada East ou Cloud Canada Central, bien, on ne peut pas héberger au Canada ce logiciel-là. Mais on peut, certaines parties, certaines solutions peuvent être hébergées, par exemple. On doit être aussi, tous ceux qui font du SaaS doivent être 5 ou 6-9. On est tous 27001, SOC 2, SOC 3. Oui, ça, c'est un peu une fraude. Mais, non, c'est bien, SOC 3. NIST 800-53.
Révision 3, GDPR, bien sûr, parce qu'on est hébergé en Europe. On a des clients européens, mais on met ça à grandeur pour tout le monde. Donc, les mêmes règles de GDPR qu'on a pour mon produit en Europe, je les applique en Amérique. Comme ça, c'est moins de troubles, c'est plus uniforme. Puis, de toute façon, dans le EDR, normalement, parce que mon produit XDR, c'est plus XDR, c'est XDR, donc EDR, donc on n'a pas de données, trop de données nominatives là-dedans. Ça dit tel processus a démarré et ainsi de suite. Donc, pas beaucoup de données nominatives. Mais, bien entendu, on produit des rapports et autres. Au Québec, oui, il y a beaucoup de demandes pour que ce soit hébergé au Canada. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Oui, d'ailleurs, même nos concurrents, souvent, ne sont pas aussi hébergés au Canada pour les mêmes raisons que nous. J'aimerais bien voir les certificats d'audit de certains data centers au Québec. J'ai fait beaucoup d'audits de data centers quand j'étais dans le réseau de la santé. Puis, voir si vous êtes ISO 27001, SOC 2, NIST. Je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de personnes qui passeraient. C'est beaucoup de temps pour nous et beaucoup de ressources pour passer tous ces audits-là à chaque année, comme tel. Donc, c'est assez sécuritaire, je vous dirais. La cybersécurité as a service, bon, beaucoup nous disent qu'ils ne vont jamais y aller, mais merci COVID, les gens ont migré beaucoup plus vite au cloud avec le COVID, avec le work from home et ainsi de suite. Donc, rappelez-vous, le SaaS, c'est une responsabilité partagée. Fait que demandez à un avocat, demandez pas à un professionnel en sécurité pour réviser les contrats de sécurité as a service. OK? Il y en a beaucoup, j'ai vu beaucoup de gens en cybersécurité qui jouent à l'avocat. Non, demandez à un vrai avocat. OK? Puis je ne suis pas payé par le barreau pour dire ça. MITRE ou MITRE, non, il faut dire MITRE, OK? En France, on me dit souvent MITRE. Non, c'est MITRE. C'est américain, j'étais là la semaine passée. Le MITRE ATT&CK. Qui connaît MITRE ATT&CK? Qui ne connaît pas MITRE ATT&CK? C'est les autres? OK? Commencez à les lire sur MITRE ATT&CK. Parce que MITRE ATT&CK, c'est pour la première fois, moi, ça fait 25 ans et plus que je suis en cybersécurité. Enfin, on a un langage commun entre les différents vendors, entre les pentesters et les blue teamers. OK? Ceux qui font de l'incident response, les défendants. OK? Enfin, c'est une base de connaissances de toutes les tactiques, techniques et procédures, TTP. OK? Ceux qui ont été dans une armée de l'OTAN, vous reconnaissez l'expression TTP. Les groupes, OK, les mitigations et autres. Donc, enfin, un credential dump, c'est un T1003 pour tous les vendors. Et quand je fais mon rapport de pentest, j'ai réussi à faire un credential dump, je peux mettre que c'est un T1003. Tout le monde va enfin parler le même langage. Avant, même avec les kill chains, Trend Micro, on avait notre kill chain, l'autre vendor, FireEye, avec son kill chain, McAfee avait son kill chain. C'était le bordel. Mais avec MITRE, on a enfin un langage commun. Donc, commencez à regarder ça. Vous pouvez aller lire attack.mitre.org. C'est une des plus grosses innovations que j'ai vues en cybersécurité dans les 25 dernières années, c'était ça. C'est une super belle gang là-bas. Vous pouvez contribuer parce que c'est community-based aussi. Nous-mêmes, on a des chercheurs qui contribuent aussi. Tous les produits de sécurité que vous achetez devraient être compatibles avec MITRE Framework, OK? Attack Framework. Ça ressemble à ça. Vous avez toutes les tactiques, c'est les colonnes en haut, reconnaissance, ressources, déploiement, initial access, exécution, persistance. Ça a tout été répertorié. Et là, ensuite de ça, en dessous, ça, c'est les techniques. Mais après ça, si vous pouvez ouvrir l'arbre et voir les sous-techniques. Par exemple, pour le credential dump, si vous faites une copie du LSAS de Windows, c'est le T1003.001.
Mais là, si vous y allez via le reg, l'outil de Microsoft Registry, reg.exe, pour éditer le registre, puis vous faites un DOM de la clé pour le LSAS, bien là, des SAM Database, bien là, ça va être un T1003.003, je crois. OK? Donc, c'est vraiment très spécifique. Il va y avoir une mise à jour dans pas longtemps, au mois d'avril, puis il y en a une autre au mois d'octobre, c'est à tous les 6 mois. Ça, c'est l'outil gratuit que vous pouvez utiliser, le Attack Navigator. Vous pouvez même l'intégrer dans votre produit. Ils ont mis le code source en open source en Apache. Je n'ai pas beaucoup de demandes au Québec pour Attack. Okay? C'est un peu malheureux. On est un peu derrière au niveau de l'adoption du Attack Framework. Ensuite, les grosses demandes qu'on a, c'est plus d'automatisation. On veut automatiser. Vous avez vu, on est passé de 53 jours à 3 jours à 6 heures pour un ransomware. Puis, ce n'est pas tout le monde qui a du monde 24/7 dans le SOC. Donc, les gens se sont dit, on veut avoir du Automated Response. OK? Donc, pour ça, il y a les SOAR. OK? Donc, les produits SOAR qui font de l'automatisation. Mais pour ça, les produits doivent avoir de plus en plus d'API. Donc, des REST API, on nous demande des REST API. Je vois dans les appels d'offres en Europe, on nous demande pour des API spécifiques. Je n'ai pas vu ça ici, comme tel, même pas aux États-Unis. En Europe, je viens d'en voir 3 d'affilée où l'équipe des ventes nous appelle, dit, avez-vous tel API? Oui, on a tel API. REST, les webhooks, OK, pour être plus événementiel. Ça, je n'ai pas vu la demande ici, mais aux États-Unis, là, les webhooks, c'est bien populaire. OK? Tout le monde veut avoir leur petite alerte dans Slack là, ou dans Teams. Fait que, avec un webhook, tu peux faire ça en 3 clics sans programmer. Cool. GraphQL, ça, c'est une autre génération d'API. OK? C'est bien, ça s'adapte. En fait, le best, c'est d'avoir les 3, du REST, du webhook, puis du GraphQL. OK? Mais selon le cas d'utilisation, tu vas utiliser du GraphQL. Dans d'autres cas, ça va être le REST. Ça ne donne rien de faire du GraphQL pour ça, et ainsi de suite. Puis le webhook, c'est un peu moins fiable. OK? Tu ne reçois pas tout le temps les alertes avec le webhook, donc il faut être capable de dealer avec ça. Ensuite, on nous demande d'avoir, OK, on a ça, le triage. Il y a des standards. En OpenC2, j'étais là-dessus pendant quelques années, mais il n'y a pas une adoption qui a été faite par les vendors de OpenC2. Très peu. C'est très universitaire sur le comité comme tel, donc c'est un peu plus difficile. Donc, mais Cacao, par contre, c'est un autre standard qui est prometteur parce que là, vous avez les playbooks, on appelle ça donc les SOAR, OK, ou les Workflow Engine vont créer des playbooks. Vous faites votre playbook. S'il arrive telle alerte, isole le poste. OK, ou tue le process. Cacao, mais là, chacun des vendors, Palo Alto avec SOAR, IBM SOAR, tous les vendors, si tu exportes les playbooks, ils ne sont pas compatibles avec l'autre. Okay? Puis des fois, tu veux partager un playbook, le SOC d'un ministère voudrait partager avec l'autre SOC d'un autre ministère. OK? Puis bien entendu, ils ont acheté des produits différents. Donc, là, ce n'est pas possible. Il faut recréer tous les playbooks. Donc ça, c'est plate. Mais Cacao, c'est ça qu'ils veulent résoudre. Ils veulent avoir c'est en JSON, donc ils veulent avoir un standard pour ça. On va devoir avancer plus vite. Au Québec, je n'ai aucune demande pour l'automatisation comme telle. Donc, on est un petit peu en retard. Plus d'interopérabilité entre les fournisseurs. Oui, comme XDR, bon, je suis biaisé, je suis Product Manager pour un XDR. Eh bien, c'est fait pour le SOC, donc le Centre de sécurité opérationnelle. Donc, tous les gens ont un écosystème, on a des produits différents, donc on nous demande de pas être d'être un team player, puis de pouvoir partager les informations avec les autres produits des autres vendors. OK? Ça, c'est génial. Donc, un produit qui s'intègre mal avec les autres,
Ça, c'est quelque chose à regarder, à ne pas acheter. Okay? Donc, quand vous faites un processus d'achat, regardez si le logiciel va bien s'intégrer dans votre écosystème. Regardez c'est quoi l'écosystème des produits que vous allez aller vérifier. Donc, des fois, ça peut être fait des intégrations dans le cloud, des intégrations via l'OS et autres, dans le SIM aussi. Donc, on va y aller via les événements. Vous pouvez le faire via Stix et Taxi au niveau de cyberintelligence, via des outils très communs que les gens utilisent, comme MISP ou OpenCTI. Puis via aussi des interrogations natives au Data Lake, parce que là, on envoie toutes les informations dans les Data Lake. Et c'est là que un standard comme StickShifter est super. Okay? Nous, c'est IBM qui nous l'a imposé pour une intégration. Puis maintenant, je suis vendu à StickShifter. C'est comme le Universal Translator de Star Trek. OK? OK? Donc, et oui. Donc, ça prend le query. Donc, tu as une adresse IP d'un indicateur de compromise, d'un IOC, ou un SHA-1 ou autre, puis ça va convertir en requête de QRadar, de Splunk, Elasticsearch, Trend Macrovision 1 et autres, ou CrowdStrike. Donc, ça va convertir et ça te retourne un JSON avec le retour en StickObject aussi. Okay? Donc, tu peux à ce moment-là le parser. Donc, tu n'as pas à connaître la syntaxe de query des autres. Okay? C'est open source, faites une recherche, GitHub, StickShifter, c'est magique. Moi, j'aime ça. Puis oui, ça, c'est une de mes séquences favorites d'Apollo 13. Hein? Fit this square filter in this round cylinder. Hein? Bien, c'est un peu ça. Quand ce n'est pas compatible, là, un outil, puis tu veux mettre ça dans ton socle, tu es un peu comme le square. Puis là, il faut que tu aies des bons ingénieurs comme à NASA pour les faire marcher ensemble. Zero Trust Architecture, ça, le Québec suit beaucoup. OK? On a beaucoup de demandes pour le ZTA. Okay? C'est ce qui remplace un peu le VPN. Les gens étaient en VPN avec un Two-Factor Authentication. Maintenant, c'est le ZTA. Ça permet un plus gros contrôle d'accès aux ressources à l'interne. Puis ça peut vraiment diminuer la propagation d'une attaque aussi. On a vu, ils sont passés 53, 3, 6 heures. Bien, si on bloque, parce que là, il y a des accès implicites. Tu es dans le réseau, tu as accès à tout. OK? Donc, avec Zero Trust, tu vas seulement donner le port 443 pour les gens qui sont authentifiés de telle façon. Et à ce moment-là, ça va bloquer, ça peut ralentir une attaque. Je ne dis pas que ça va bloquer complètement une attaque, mais ça va ralentir. Puis c'est une meilleure gestion aussi des accès aux données, puis aux services, puis aux applications. La découverte de la surface d'attaque, ça, on travaille beaucoup là-dessus. Il y a deux catégories. J'ai pris les catégories de Gartner, donc le Cyber Asset Attack Surface Management. OK, nous, on appelle juste ça Attack Surface. Puis, il y a le External Attack Surface Management. Donc, ça, dans le fond, tous nos agents ou nos appliances sniffent qu'est-ce qu'il y a dans le réseau, puis on trouve des assets des actifs qui sont connus, mais des actifs inconnus aussi. Quand j'étais chercheur, j'ai fait un test dans une FinTech à Montréal, une entreprise dans les finances, dans les technologies des finances. Puis, on a mis des sniffers avec leur collaboration. Puis là, on a trouvé un paquet de containers que les développeurs avaient créés, puis un paquet de VM. Il y avait même des containers qui avaient été downloadés d'endroits pas trop sécurs, qui étaient préinfectés, d'ailleurs. Et c'était les données de leurs clients, donc les données financières d'une banque au Canada. Donc, il n'y a pas eu d'exfiltration dans ce cas-là. OK? On l'a attrapé à temps. Puis, mais ça vous donne une idée. On peut voir qu'est-ce qu'il y a sur le réseau. Mais là, à ce moment-là, on évalue le risque pour chacun parce qu'on va donner un risk index pour chacun des devices qu'on trouve, mais aussi pour chacun des utilisateurs, chacun des mailbox aussi qu'on a.
Donc, si on a notre petit détecteur de vulnérabilité, on trouve des vulnérabilités dans les containers, ou on trouve des vulnérabilités dans les endpoints qu'on a trouvés, ou les serveurs, bien, on va leur calculer un risk index. Comme ça, tu as ton risk index d'entreprise que tu vois. Donc, on a fait un dashboard pour les CISO, le chef de la sécurité. Puis, il peut voir son risk index. Puis, il peut se comparer ensuite avec les gens de son industrie, de sa géographie. Mais il peut voir aussi les nouveaux assets, les nouveaux actifs qui ont apparu comme par magie dans son réseau. OK? Donc, avec le Bring Your Own Device, tu vas en voir, mais aussi avec les développeurs, eux autres, ils vont en créer des containers puis des VM, puis ils ne sont pas tous patchés. OK? Donc, le external, par contre, ça, c'est au niveau externe, en dehors du périmètre. OK? Puis là, vous allez être surpris. Là, à chaque fois qu'on fait un scan, on trouve des serveurs d'un projet oublié ou des nouveaux projets qui utilisent du no-code. Donc, les employés, ils ont été à la maison pendant 2 ans, ils ont acquis de nouveaux new skills, comme on dit en anglais, puis là, ils ont découvert les no-code. No-code, c'est, bon, ça le dit, c'est quasiment drag and drop, et là, tu peux créer des intégrations. Donc, ça va extraire l'information du système A, puis ça va l'envoyer dans le système B, puis ça l'envoie dans le système C, puis ensuite, on publie ça dans un Google Sheet sur Internet. OK? Je vois les pouces en l'air là-bas. Il a reconnu quelqu'un. Donc, oui, c'est ça qui arrive. Et là, on trouve dans le Google Sheet des données des clients ou des employés, parce que c'est la fille des ressources humaines qui l'a fait, puis là, tu as toutes les données des employés. Et comme d'autres avocats qui étaient ici hier ont dit, bien, ça, c'est aussi une fuite de données. C'est des données confidentielles, les données des employés. Donc, le External Attack Surface, c'est bien populaire depuis à peu près 1 an. Puis, on a beaucoup de demandes pour ça. Moi il n'est pas encore inclus dans mon produit, il est en bêta. Là. OK, mais on voit beaucoup d'engouement pour ça. Au Québec, je n'ai jamais eu de demande pour ça. Qui connaissait ça, les CAASM? C'est pas le club automobile? Non, personne ne connaissait ça. Donc, moi aussi, je ne connaissais pas l'acronyme. On a décidé de faire de l'attaque surface quand je faisais ma recherche. J'avais aucune idée comment ça s'appelait. Mais là, maintenant, on a décidé d'en faire une fonctionnalité. Il y a plein de vendors qui font ça aussi. OK? Mais bien sûr, on est les meilleurs, Tenmicode. Hein? La découverte de la surface d'attaque. Donc, découvrir les actifs inconnus. On a les IoT qu'on voit aussi. IoT, ça c'est pour me dire qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Les indices de risque, on a tout ça, donc on l'a vu. On passe au suivant. Breach Attack Simulation. Ça, on a beaucoup... ça nous a rentré dedans aussi, parce que c'est des vendors qui font de l'émulation d'adversaires. OK? Donc, MITRE avait ça, il faisait ça aussi. Mais là, il y a plein de vendors, comme AttackIQ, SafeBreach, Simulate, pour nommer que ceux-là, qui sont les 3 leaders dans le domaine. Il y en a d'autres aussi. Donc, eux, tu déploies leur agent, puis ils vont te faire APT28. Ils vont te faire Fin7. Ils vont émuler l'attaque de ce groupe-là, ou de tel ransomware. Teste-moi selon les 10 top 10 ransomware family. Puis là, ils vont déployer, via leur agent, ces attaques-là sur vos postes. Ils sont inoffensives, là, OK? C'est juste de la simulation. Puis là, ils vont pouvoir tester si le EDR ou le XDR il est aussi bon qu'il disait. OK? Fait que c'est là que ça m'a frappé un peu. OK? Donc, ça, c'est important que ce soit intégré avec le vendor. Parce que si, eux, ils ne peuvent pas aller voir les logs, le data lake, qu'on a détecté l'attaque, bien, ils vont dire « Ah, l'attaque n'a pas été détectée. » Mais l'attaque a été détectée. Donc, ça va mettre... le client va être induit en erreur. OK?
Et là, il va y avoir beaucoup de damage control à faire de notre bar. Ils vont appeler le support. Comment ça se fait que vous n'avez pas attrapé l'attaque? Et des fois, ils peuvent être très violents. Donc, il faut vraiment que ces outils-là soient bien configurés. Okay? C'est ça mon warning que je vous dis. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire des partnerships avec ces gens-là pour s'assurer qu'on soit bien intégrés et que les scores qui soient donnés soient plus réels. OK? Donc, Breach and Attack and Simulation, il y en a-tu qui utilisent ça? Oui, 2, parfait. Mais tu as juste droit à un bras. Il a monté les 2 bras. Et monsieur. Intelligence artificielle, ML. OK? Ça, beaucoup nous demandent, c'est qu'est-ce qu'on fait comme IA. On en fait, nous, depuis 2005, ça a commencé dans l'anti-spam. Puis là, j'ai à peu près 30 modèles dans les applications, 30 applications d'AI ou de ML ou même de DL dans nos produits. J'en ai 12 en incubation. Moi-même, j'en ai 3 que c'est mon équipe on a décidé de faire. OK? Donc, je me garde encore des petits projets de recherche on the side. Donc, oui, ça, il y a une grosse... Il faut que vous ayez des produits qui utilisent du ML, DL et ainsi de suite. Parce que les techniques traditionnelles, on l'a vu, c'est plus 80-20 maintenant. Le bon vieux antivirus, et là, c'est là qu'au Québec, je vois encore des appels d'offres qui demandent juste l'antivirus de base, ou qui n'activent même pas le machine learning, ou qui n'activent même pas le behavior monitoring, qui lui aussi est lié au machine learning parce qu'on fait du machine learning non seulement sur les fichiers, mais sur le comportement des processus. Donc, si tu n'actives pas cette première fonction, le machine learning va être amputé d'une belle source de données. Donc, ça, c'est... on l'a vu, on a des clients qui désactivent le behavior monitoring, désactivent et c'est 80% de tout ce qu'on détecte, c'est le machine learning et le behavior monitoring. Puis le 20% qui reste, c'est pour les bonnes vieilles signatures. Puis ça, si c'est les signatures qui l'ont poigné, ça veut dire que c'est un vieux virus. Une vieille affaire. Donc, activer ces fonctions-là. D'ailleurs, on le met de plus en plus des alertes dans les consoles, pour ceux qui regardent les consoles. Puis, on leur dit « Hey, tu n'as pas activé le machine learning, tu devrais l'activer. Parce que sinon, tu vas te faire rentrer dedans par les ransomware. » En sommaire, et on est presque à temps, dans le fond, au Québec, on est un peu en arrière dans plusieurs domaines. On a certains domaines qu'on est numéro 1. Exemple, la divulgation. Okay? J'étais content quand le Québec a eu une initiative au niveau de la divulgation. Okay? Il y a très peu de législation, et ça se compte sous les doigts d'une main, qui font de la divulgation. Donc ça, on est un numéro 1 pour ça. Puis, dans la plupart des cas, on est un petit peu en arrière. Donc, c'est là qu'on se situe. Faut plus d'entraînement, plus de training, plus de préparation, mettre les bonnes personnes au pouvoir aussi dans les entreprises, avoir le CISO sous le CEO, sous le directeur général et non pas sous le CIO. Ça, c'est une des pires gaffes à faire. C'est comme... on ne fera pas d'analogie au réseau de la santé. Mais c'est comme mettre un centre jeunesse dans un CIUS. On va le faire. Okay? C'est clair que ce n'est pas la mission principale. Donc, ils n'auront pas les sous puis toute l'attention de la haute direction. Quand tu es dans le directeur des TI et au-dessus de la personne de sécurité, c'est clair que ce n'est pas toi qui es budget, puis tu ne seras pas les priorités. Donc, dans l'armée, quand j'étais officier de sécurité, je pouvais parler directement au commandant de l'unité. Je n'avais pas besoin de passer par le XO, le commandant second du bateau. J'étais dans la marine. Puis, donc, tu sais, ça, au moins, il y avait une belle structure. La structure au Québec est souvent déficiente, mais c'est la même chose dans beaucoup d'organismes que je vois aux États-Unis et en Europe.
Mais si j'avais un conseil, c'est s'assurer, surtout ceux qui nous disent que la sécurité est importante, si on voit les CEO, les directeurs généraux qui disent que la sécurité est importante pour eux, elle est souvent très importante après qu'il y ait eu une brèche. Mais avant qu'il y ait eu une brèche, au Québec, ça n'a pas l'air très important. Donc, des questions?